Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Giro 2026, présentation de l'étape 10. Bon, le week-end, on n'a pas fait tous les résumés, on était pas mal occupés, mais on a fait en mode dégradé au moins les présentations d'étapes. On va regarder justement dans cette présentation d'étape 10 ce qui s'est passé un petit peu dans la fin du week-end. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégrale du Tour d'Italie sur la chaîne YouTube, présentation et résumé de chacune des étapes. Quand vraiment je suis très occupé les résumés, on passe à la trappe, mais jusque maintenant on avait fait le format complet hein. Depuis la première étape, on était en format présentation résumé, donc présentation résumé ainsi de suite. Et c'est vrai que ce week-end on a fait juste présentation étape 8, présentation étape 9, et puis pas de résumé depuis l'étape 7. On va essayer de se remettre un petit peu à jour là-dessus, et puis reprendre le format habituel. Donc étape 10, donc lundi journée de repos, mardi 19 retour sur les routes du Giro pour un format spécifique. C'est un contre-la-montre individuel de 42 km. Donc contre-la-montre assez long entre Viareggio et Massa, donc seul et unique contre-la-montre de cette 109e édition du Tour d'Italie. Ça sera donc un long contre-la-montre pour les spécialistes de la discipline, contre-la-montre tout plat avec 3 pointages intermédiaires et la ligne d'arrivée, donc 4 pointages en tout pour pouvoir suivre l'avancée, l'évolution des coureurs. Donc départ à Viareggio, ensuite premier point intermédiaire à Vialla Regina Margherita, Forte dei Marimi le deuxième point intermédiaire et Rinchiostra le troisième et l'arrivée à Massa. Les écarts pourraient vraiment être conséquents sur un contre-la-montre aussi long, avec en plus de belles lignes droites. On peut vraiment avoir une différence de tempo entre les principaux favoris pour le classement général, et on peut également avoir une bagarre pour la victoire d'étape avec de très gros rouleurs. Donc en tout cas c'est un format qu'on aime bien parce que ça va changer un petit peu. Donc étape classée 3 étoiles sur 5, c'est une étape importante, c'est une étape qui se doit d'être réussie par les principaux prétendants à la victoire finale. Et puis pour la victoire d'étape, les spécialistes de la discipline vont tout simplement pouvoir se régaler. On pense à Filippo Ganna qui n'a pas forcément énormément de concurrence sur ce contre-la-montre, donc qui sera donc la 10e étape de ce Tour d'Italie pour un format très intéressant. Regardons un petit peu un bilan du classement général à la veille de cette étape. Afonso Eulaglio est toujours en rose. Gardera-t-il son maillot à l'issue du contre-la-montre? C'est pas si sûr. Il a que 2 minutes 24 d'avance sur Vingegaard qui est quand même un bon spécialiste de la discipline. C'est pas le meilleur Vingegaard, mais il roule très bien au contre-la-montre. Donc Eulaglio en rose. Peut-être va-t-il perdre son maillot à l'issue de ce contre-la-montre. Jonas Vingegaard est la menace principale à 2,24. Félix Gall, c'est pas un grand spécialiste, mais il va limiter la casse pour rester dans la course au maillot rose à 2 minutes 59. On l'a bien compris, il y avait quand même un cran d'écart entre Vingegaard et Gall. Gall jouera certainement le podium. Voilà, s'il arrive quelque chose à Vingegaard, ce qu'on ne souhaite pas, Félix Gall est quand même le deuxième plus fort. Et ensuite, on voit bien qu'il y a un écart. Hindley déjà à 4,32, Scaroni à 4,43, Huntsman à 5 minutes, Mastis Rondel 7ème, Ben O'Connor. Pellizzari a totalement explosé, c'est le gros changement qu'on n'a pas pu évoquer dans le résumé de l'étape 9, c'est que Pellizzari il est totalement sauté à la trappe. Il devait être 4ème. Très proche de Félix Gall au général, il passe 9ème, il a vraiment craqué. Storer 10ème. Donc en tout cas dans ce classement général, c'est vrai que Eulaglio va avoir chaud pour son maillot rouge parce que Vingegaard est forcément une menace. Gall, Hindley, c'est pas des spécialistes, Caroni non plus. Arensman ça roule bien, Mathis Rondel c'est pas son point fort. Je pense que Ben O'Connor va grabiller une place comme ça. Pellizzari, c'est un rouleur, tout comme Storer, donc c'est des rouleurs grimpeurs, donc ça peut donner de belles choses. Jan Hirt, c'est pas du tout un spécialiste, Derek G non plus, Bernal pas forcément. Je pense que Caruso a vraiment les capacités d'aller chercher Bernal. Si Caruso le joue le général, c'est pas sûr. Il n'y a pas de grand spécialiste de la discipline dans ce top 20. Vingegaard, pour moi, paraît l'homme le plus fort du classement général pour aller chercher un bon contre-la-montre, voire la victoire. Arensman, ça roule bien, mais je pense pas qu'il gagnera le contre-la-montre. Caruso, ça roule bien, mais il gagnera pas le contre-la-montre, ça c'est sûr. Non, franchement, dans les leaders de ce Tour d'Italie, il n'y a pas le coureur complet comme Pogacar, Roglic, à part Vingegaard, qui peut aller chercher ce contre-la-montre. Donc ça va vraiment se jouer plus pour les spécialistes de la discipline, et Vingegaard bien sûr le seul leader du général capable de jouer ce contre-la-montre pour la gagne quoi. On va regarder la start list justement de ce Tour d'Italie pour voir un petit peu. Sur mes potes Giro 2026, on va pas trouver grand chose. Pour voir un peu les favoris, mais ou alors non, on va mettre du coup favoris étape 10. On va se manger le travail, ça va être plus simple si on a déjà. Voilà, parfait. Ça va être encore plus simple. On va voilà, bah,
Forcément, c'est Filippo Ganna, le favori, on en a parlé, hein. Mais Vingegaard peut être dans ça aussi. Donc 42 km, c'est assez long, hein. Donc 10e étape du Giro, on l'a dit, le 19 mai. C'est de longues lignes droites sur des routes côtières de la Toscane. Donc le vent peut jouer son importance. Les coureurs partiront de Viareggio en direction du sud avant un premier tour à Marina, dit Torre del Lago. Les coureurs remonteront ensuite vers le nord de la côte. Donc le vent pourra avoir son importance, hein. Le profil totalement plat et ses longues portions rectilignes devraient permettre aux spécialistes du chrono de s'exprimer et de maintenir des vitesses très élevé. Donc là, la moindre chute et tout ça peut vraiment être problématique. C'est pas un parcours technique où voilà, tu peux te permettre de t'arrêter pour changer de vélo, ce qui se fait quand il y a des contre-la-montre à la fois sur du plat et de la montée. Là, c'est vraiment vous bourrinez en gros du début à la fin pour être grossier. Donc, faut pas un incident mécanique. Rien qu'un changement de vélo, hein, une crevaison et tout ça, sur des lignes droites où tu peux aller très vite, c'est conséquent les dégâts que ça peut faire. Les derniers kilomètres sont particulièrement rapides avec seulement 2 virages dans le dernier kilomètre. Après un passage sur la promenade maritime, les coureurs rejoindront une dernière ligne droite de 150 mètres sur une large chaussée asphaltée. Un exercice taillé pour les purs spécialistes du contre-la-montre. Donc les coureurs s'élancent du moins bon au général au meilleur. Donc vous l'avez compris, ça sera Eulalia qui s'élancera en dernier. Les favoris, on en a cité déjà pas mal. Filippo Ganna, c'est le gros nom qui ressort. Jonas Vingegaard parmi les classements du général. Et c'est vrai qu'Alex Segart est mis à 3 étoiles, je l'aurais mis plus à 2 étoiles. À 2 étoiles, ils mettent Rémi Cavana, il n'est pas en très grande forme pour l'instant. Tino Arensman, on l'avait cité parmi les favoris du général, c'est un coureur qui roule bien. Ethan Vernon et Niklas Larsen. Il y a des sprinteurs aussi qui roulent bien comme Max Wallstein, il y a Lorenzo Milesi, il y a Magnus Sheffield, Andreas Leknessul et Félix Gall qui est mis à une étoile parce qu'il est en bonne condition. C'est pas un crack du contre-la-montre, mais c'est un coureur qui va limiter la casse, donc il va faire forcément au moins un top 20 dans ce contre-la-montre. Mais oui, s'il y a deux noms qui ressortent, c'est Filippo Ganna et Jonas Vingegaard, et les outsiders qui peuvent faire quelque chose, Arensman vis-à-vis de sa forme actuelle, Cavagna en temps normal, mais je le sens pas en très grande forme, on le voit pas beaucoup, donc c'est pas bon signe. On verra justement sur ce contre-la-montre si il est en forme ou pas. Et Magnus Sheffield, Andreas Leknessul peuvent être des belles surprises, ou même Félix Gall, parce qu'on le sent, il est en forme en montagne, donc en contre-la-montre, pourquoi pas. Donc voilà, il y a un site que j'ai bien aimé, ce qui récap un petit peu toutes les victoires de ce Giro, pour faire un petit bilan justement de présentation étape 10 à la veille d'une journée de repos. Donc, enfin non, le lendemain du jour de repos plutôt. Paul Magny avait remporté la première étape, avait pris le maillot rose. Ensuite, c'était Guillermo Silva, le coureur de la Astana, qui avait remporté l'étape et pris le maillot rose. Paul Magny avait fait le doublé à Sofia. Ça, c'était le triptyque bulgare. Donc, Magny, Silva, Magny. Ensuite, Narvaez pour l'étape arrivant à Cosenza, un peu en mode punchy. Igor Arrieta à Potenza. Davide Ballerini sur un sprint vraiment perturbé par une chute à Naples. Le Blocos, la première arrivée en altitude, Vingegaard avait assuré sa hiérarchie. Narvaez le doublé à Fermo et Vingegaard le doublé à Cornet à l'escalée, arrivé en montée. Donc pour l'instant en montagne, on a vu le plus fort, c'est Vingegaard. Sur le punch, c'est Narvaez. Et sur des sprints pas perturbés par les chutes, c'est Paul Magny. Donc on a quand même trois coureurs qui dominent les trois principaux domaines. Et là, le contre-la-montre, ça va être un autre domaine, donc ça va être très intéressant. L'équipe, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. On se retrouve pour l'intégrale Tour d'Italie tous les jours avec présentation de l'étape la veille et résumé juste après l'étape. Ciao l'équipe, portez-vous bien.